Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. La rencontre périodique du chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, avec quelques représentants de la presse nationale, s'est apparenté une fois de plus à un monologue qui en réalité ressemble à un simple raoult dans lequel Tebboune s'étendait essentiellement parler sans échange vigoureux de la part des journalistes. Au-delà du contenu, il serait pertinent de s'interroger sur les coulisses et les objectifs recherchés de cette interview. Ce n'est pas la première fois que Tebboune se laisse aller à ce penchant pour l'excès verbal. À maintes reprises, ses sorties médiatiques ont été marquées par un goût immodéré pour l'exagération, l'incohérence, voire la confusion. Entre un peuple algérien qui se pose en acteur principal et un système politique incapable de proposer une alternative, la sortie de crise en Algérie devient de plus en plus hypothétique. La situation politique, économique et sociale est des plus inquiétantes à plus d'un titre. Un pays en panne, bloqué, empêtré dans des contradictions internes qui ne peuvent plus perdurer, d'autant que le déni de la réalité dont fait preuve Tebboune et son entourage relève de l'irresponsabilité et met en péril le peu de cohésion nationale qui subsiste encore. Le système en place est responsable de la situation catastrophique que vit le pays. Ils ont réussi à dévitaliser l'intelligence de nos jeunes, à stériliser le champ politique et à assécher toutes les initiatives de la société civile. Il est évident que nous sommes dans un état de paralysie totale. La fermeture et la répression sont telles que plus rien n'est faisable sans risquer l'arrestation. L'Algérie occupe régulièrement les plus mauvaises places dans les différents classements établis par des organismes internationaux. Niveau de corruption, système scolaire, liberté de la presse, situation économique et j'en passe. Jamais dans l'histoire de l'Algérie indépendante, il n'y a eu autant de violations des droits de l'homme. Jamais on n'a vu les libertés bafouées et compromises avec une justice aux ordres. Jamais les activités culturelles académiques ne se sont trouvées dans cet état de liquéfaction incapable de produire. Dans le discours officiel, ce qui a été accompli depuis 2019 est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie à pas sûr et confiant. Pour l'opposition réelle et une grande partie du peuple algérien, l'état des lieux en témoigne. L'Algérie nouvelle est un titre vide de sens. L'Algérie nouvelle est l'échec à tous les niveaux. L'Algérie nouvelle va mal. On observe un jeu complexe entre un pouvoir qui semble s'essouffler, une opposition politique qui peine à s'unir et à proposer une alternative claire. Le pouvoir affaibli par des crises internes fait face à un manque de renouvellement et de légitimité. L'opposition, quant à elle, manque de cohésion et peine à s'imposer comme une force politique crédible. La question qui s'impose: y a-t-il une élite ou une opposition réelle qui assumera sa responsabilité pour sauver la maison Algérie? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Algérie, un pouvoir sans solution, une opposition réduite au silence. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Sidi Mnad Sid Ahmed, observateur politique, mais aussi expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Il est avec nous via Skype depuis Vienne. Dr Sidi Mnad Sid Ahmed, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fellek, docteur. Bonsoir Hassim Assar, encore une fois, merci pour l'invitation. J'espère que je ne serai pas trop lourd pour vos téléspectateurs, puisqu'apparemment je me retrouve sur vos chaînes assez souvent et peut-être que ça va être quelque part lassant. Et en même temps, donc le bonjour à vos invités, je ne sais pas qui sont-ils,
et bien sûr aux téléspectateurs de Marabia. Merci beaucoup, docteur Sidi Mned. Bien au contraire, vous êtes très apprécié aussi par rapport à vos analyses, mais aussi on est toujours content de vous avoir parmi nous dans nos émissions. Merci à vous. On a aussi le plaisir d'accueillir Lias Jubaili, qu'on est très content aussi d'avoir ce soir avec nous, économiste et militant politique, toujours élégant. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Il est donc avec nous depuis Paris via Skype. Marhaba bik, Elias Jubaili. Merci Nasser pour l'invitation. Je salue mon ami Dr Sidi Menned et l'équipe El Maghrébia qui assure la couverture et bien sûr tous nos auditrices et nos auditeurs qui suivent l'émission. Je rejoins quelque part Docteur Sidi Menned, ça devient un peu fréquent, mais bon, on essaye un petit peu d'être un peu plus léger, plus light. Voilà. Merci encore pour l'invitation. On est très content de vous avoir tous les deux. Bien sûr, et je suis sûr que les téléspectatrices et les téléspectateurs d'Al Maghrébia sont contents aussi et ils apprécient aussi de vos analyses de la situation que vit ou traverse notre pays. Docteur Sidi Mned, je vais commencer avec vous cette émission. D'abord, on va revenir un peu sur l'entretien du chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune. On en a parlé, Dr Sidi Mned, mais quelle est l'impression qu'on peut avoir après cet entretien? Est-ce qu'on en sort plus inquiet de la situation que traverse notre pays? Je vous laisse la parole, docteur. Oh, je pense qu'on a un petit souci de connexion avec Dr Sidi Mned. Je ne sais pas s'il est avec nous. On a un petit souci de connexion. Mais allez, la question peut-être est posée, on va la poser à notre ami Lias Jubaili. Lias Jubaili, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Non, non, du tout. Non, non. Ah, d'accord. Donc, je vais commencer avec vous, puisqu'on a un petit souci de connexion. On va essayer de régler ça. Nos amis de la régie vont régler ça. Non, on est en train de me dire que Dr Sidi Mned est de retour. Sidi Mned, est-ce que vous êtes avec nous? Voilà. Apparemment, il y a un petit souci de connexion. Lias Jubaili. On a fait une émission donc par rapport à l'interview, le dernier interview donc du chef de l'État, Ahmadji Tebboune. Quelle est votre impression après donc cette interview? Il a parlé un peu de tout, de la situation économique, mais aussi de la situation sociale, des relations, donc la situation diplomatique aussi. Mais la question qui se pose, c'est par rapport à la situation politique que vit notre pays, mais aussi le rôle de l'opposition, le rôle de l'élite algérienne. Quelle est votre impression donc après cette interview, Lias Jubaili? Absolument. La situation politique en Algérie va très mal. Elle subit. Elle traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire depuis son indépendance, du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie post-indépendante une telle répression, une telle dégradation de la vie politique algérienne. Cette politique algérienne est marquée, par la répression, par le tout répressif exercé contre son propre peuple, il faut dire. L'opposition, elle est complètement bâillonnée. La société civile est complètement verrouillée. Les espaces médiatiques de liberté d'expression sont restreints. Quasiment, il n'y a aucune once de superficie de débat. Donc la situation va très mal. L'Algérie, sur tous les plans,
aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans. Voilà, c'est très très important de signaler que notre pays il traverse une période difficile vers une impasse. C'est une impasse qui est constatée depuis pas mal de temps, mais cette impasse ne cesse, je veux dire, de s'amplifier par le déni, je dirais, par le déni du président de la République ou du chef d'État, M. Tebboune, qui dans un déni, je ne sais pas comment il gère cette feuille de route qui lui a été imposée ou qu'il l'a refaçonnée à sa manière. En tout cas, l'Algérie va très mal. Et par conséquent, par ricochet, le peuple algérien souffre tous les jours, souffre du quotidien, souffre des aléas de la vie, commençant par l'économie, même le tissu social, il est déstructuré. Ce président a promis un dialogue ouvert, transparent, inclusif à tout le monde pour essayer de trouver des pistes de sortie, parce qu'il sait pertinemment après sa réélection qu'il fallait ouvrir impérativement le débat, ce qu'on appelle, il aurait pu saisir cette chance, oui, la chance de dire le Meshemel et d'écrire ce qu'on appelle un roman national, réécrire un roman national avec le peuple algérien et pour trouver cette cohésion entre le peuple et le régime, d'ouvrir une grande ouverture et de remettre et de permettre l'Algérie de la remettre ou de la mettre ou de la remettre sur les rails du développement et de la modernité et surtout de la démocratie. Très bien, restez avec nous, Lies Djbaili. Docteur Sidi Mned, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Ah voilà, donc on a eu un petit souci de connexion. Docteur Sidi Mned, Lies Djbaili est en train de dire que l'Algérie va mal. Quelle est votre impression après donc cet entretien? On en a fait une émission, Docteur Sidi Mned, on va revenir par rapport donc à ces déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune. Mais quelle est votre impression? Est-ce qu'on en sort plus rassuré de la situation que traverse notre pays après donc cet entretien, ou plutôt inquiet de la situation? D'abord, avant de vous donner la parole donc pour répondre à cette question, on va écouter quelques extraits de l'entretien d'Majid Tebboune, dont il a parlé de l'austérité. Il a dit qu'il n'y aura pas d'austérité donc sur le plan économique et social, mais aussi sur la question de l'eau. Personne n'aura donc à manquer d'eau, personne n'aura soif en Algérie, d'après bien sûr ses dires. D'abord, on écoute ce premier extrait. إذن بالنسبة للأوستيريتي ولا با دوستيريتي فيه ناس كما نقولها مرارا وتكرارا ناس مأجرين باش يدمروا المواطن ويزرعوا فيه روح الخيبة وروح ولكن الله يهديهم. شو نقول احنا الدولة الجزائرية لحد الآن كل ما سطرت رانا ماشيين فيه، كل ما تفوت مرحلة راني نزيد نكرس استقلالية نتاعي السياسية والاقتصادية والهدف هذا هو. Voilà, question donc par rapport à la question de l'austérité, la question donc socio-économique, et aussi dans ce deuxième extrait, Majid Tebboune a parlé donc de la crise de l'eau. On l'écoute. لازم ناخذ الاحتياطات بالاخص بمياه صالحه للشرب، مياه صالحه للشرب. احنا في بعض الولايات حلينا المشكل هذا بخمس محطات لتحليه المياه، والتزمت ان تكون فيه 5 ولا 6 محطات اخرى ان شاء الله في تكون اخرى مستقبلا سيد الرئيس، مستقبلا حتى نصل الى ما يقارب 250 كيلومتر من بعد السواحل تاعنا. الباقي نبقى نمشي لان الباقي ما فيش كثافه كبيره والمياه الجوفيه ربما تكفي ان شاء الله. ان شاء الله. هذا هو الامن المائي. فيه بعض المناطق للعجز مازال فيها، ولكن نعطيهم كلمة رسمية أن ما نخلي حتى جزائري في العطش أبدا. Voilà, Majid Tebboune, l'État ne laissera aucun citoyen algérien souffrir de soif.
bien sûr, on en a parlé pendant donc les émissions qu'on en a fait sur le Maghribia, Dr Sidi Mnad. Mais quelle est votre impression après donc cet entretien? Est-ce que les Algériens, vous pensez qu'ils sont rassurés par rapport à la situation socio-économique, par rapport à la situation diplomatique, nos relations avec le monde extérieur, mais aussi la situation politique interne, Dr Sidim? Ah, on a apparemment un petit souci de connexion. Je ne sais pas si nos amis de la régie, on peut avoir donc Sidim avec par téléphone, puisqu'il y a des soucis avec le Skype. Est-ce qu'il est avec nous, Dr Sidim? Non, pas encore. Lies Jubaili, Malish, on va donner la parole à Lies Jubaili. Cette situation politique, vous avez décrit donc l'Algérie va mal, vous avez dit Lies Jubaili, mais pour Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie est en train donc d'avancer sur des pas sûrs, yani, la situation économique, on l'a entendu, c'est une situation économique pardon, plutôt rassurante pour le chef de l'État. La situation aussi sociale, la situation aussi avec les relations avec d'autres pays, donc tout ce qui est volet diplomatique. Est-ce que vous pensez à Majid Tebboune n'arrive pas à voir la situation ou plutôt il y a un déni de réalité Lies Jubail? En fait, la question est pertinente, mais il faut l'analyser sur deux points. Le premier point sur la politique, sur le plan de la politique intérieure et la politique extérieure. Sur la politique intérieure, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait depuis qu'il est devenu président de la République algérienne, le pays va très mal. C'est sous mandat où il y a plus de répression, c'est sous mandat où il y a plus de haraga, c'est sous son mandat où il y a plus d'incarcération, c'est sous son mandat où la répression s'est amplifiée de façon exponentielle. C'est sous mandat où les espaces ont été restreints, quasiment. Donc, si vous me parlez sur le plan des droits humains, c'est une grande catastrophe en Algérie, même si sous sa présidence, la Ligue des droits de l'homme a été dissoute. Sous sa présidence, il n'y a pas une opposition digne de nom pour contrer sa politique, sauf excepté un parti qu'il faut le saluer, le RCD, qui milite, qui est du côté du peuple et qui est toujours présent pour survivre dans cette arène qui devient de plus en plus difficile et compliquée. La majorité des partis, ils sont rangés derrière le régime. Ça, sur le plan de la politique. Sur le plan économique, nous sommes toujours restés exportateurs, un pays rentier économiquement parlant. Nous avons été ajournés par les BRICS, alors que l'Algérie a beaucoup d'amis au sein des BRICS, nous avons été ajournés. Notre situation économique n'a pas évolué. La promesse d'une allocation de 750 €, ce qu'on appelle l'allocation touristique, n'a pas été. C'est une promesse, certes, elle n'a pas été tenue. Ils nous ont promis d'importer 1 million de cheptels de bovins pour les Eid. Ils ont eu que 15 000. Je ne sais pas sur quelle est cette vision, le nombre de bateaux pour importer tout ce cheptel. La situation, quand il parle, le problème de l'eau, mais le problème de l'eau en Algérie, il devient de plus en plus complexe. Il faut aller dans l'arrière-pays. Monsieur Tebboune nous dit que je vais créer des stations de dessalement, mais pour créer des stations de dessalement, pourquoi ne pas créer des barrages? Pourquoi pas faire un mix? Pourquoi ne pas faire une interconnexion entre les wilayas?
est-ce que l'irrigation, est-ce qu'elle tient ou pas? Est-ce que les puits, est-ce que le rabattement des nappes a été fait en temps et en heure? Est-ce que nous avons atteint une autosuffisance alimentaire? Est-ce que nous produisons notre propre blé? Est-ce que nous produisons nos propres ingrédients qui nous permettent de fabriquer la baguette, sachant que les Algériens, après les Turcs, c'est des grands consommateurs du pain, la poudre de lait, les produits de base, on les importe. Les importe. Et il faut dire qu'en 2013-2014, certes, il n'était pas président de la République, mais on a importé une facture de 64 milliards. Pourquoi il ne nous dit pas quel est le montant de la facture quand M. Tebboune a décidé de mettre fin à ces importations, parce que pour réduire la facture et pour économiser les devises, on veut savoir, elle est où cette transparence? Est-ce qu'il y a une commission financière et économique au sein du Parlement qui parle un petit peu de ces carences en termes de projets, des lois qui ont été faites, tous les PLF, c'est-à-dire toutes les lois sur les lois de financement, oui, tout à fait, les PLF, ils ont été construits sur des déficits. Je me rappelle, ça a commencé par 94 milliards de dollars. 102, on est à 126 ou 136, le baril de pétrole n'a pas survécu, nous nous dirigeons peut-être vers un règlement entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, parce que quand la guerre elle atteint un point optimum, donc elle va redescendre, donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'offres sur le marché, donc le pétrole qui a été construit sur 70 $ ou 60 $ fiscalement, il va redescendre à 40-50, comment on va produire? C'est ça le problème. Les réformes économiques, est-ce qu'elles ont été faites? N'ont pas été faites. Je veux dire, même le FMI, il y a des alertes. Sur le plan de la défense des droits humains, sur le plan de la démocratie, on est mal classé. Dites-moi, quel est le point positif que M. Tebboune, juste pour finir, et je vous remercie de m'avoir donné la parole, il nous a promis de récupérer tout l'argent qui a été dilapidé, qui a été cette invasion d'argent à l'étranger, il n'a récupéré jusqu'à maintenant aucun euro. C'est-à-dire qu'il a eu une fin de non-recevoir de toutes les, de tous les pays, y compris l'Espagne, qui est devenue partenaire, enfin, qui vient de rétablir les relations, la France, d'autres pays. Voilà, c'est ça la réalité de son bilan. Très très bien. Restez avec nous. Elias Djubaili, Dr Sidi Mned est avec nous par téléphone, je pense. Est-ce que vous m'entendez, Dr Sidi Mned? Je vous entends très bien, c'est Massa. Ah, très bien. On a eu un petit souci de connexion avec le Skype. Je suis désolé, indépendamment de ma volonté. Il n'y a pas de souci, Dr Sidi Mned. Mais j'aimerais juste avoir votre aperçu donc, par rapport à cet entretien. On en a fait une émission avec vous, Dr Sidi Mned, par rapport à la situation, par rapport aux déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune. Et là, bien sûr, la question qui se pose, Dr Sidi Mned, c'est la perception des choses et la réalité que vit le peuple algérien, mais aussi l'élite algérienne, l'opposition algérienne. D'un côté, on a un discours qui est très positif du pouvoir algérien, qui dit que tout va bien en Algérie, on est en train d'avancer à pas sûr, et de l'autre côté, une réalité qui est très inquiétante à tous les niveaux, et surtout par rapport à la question politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Sidi Mned? C'est Nasser, d'abord mes salutations à mon ami Elias Djubaili. Et il est très difficile de parler après lui parce que lui, c'est un fin connaisseur des questions d'économie. C'est aussi un bon analyste politique, ce que je ne suis pas. Mais j'essaie de coller à une certaine logique, si j'ose dire. J'estime que, quelque part, le peuple algérien a été nourri depuis plusieurs années déjà avec cette culture du mensonge, cette culture du tout va bien, du nous sommes les meilleurs, les plus forts, etc. Donc, c'est un peuple intelligent qui ne s'en laissera pas compter. Donc, à mon avis, à mon humble avis, le discours de M. Tebboune ne va pas faire mouche. Au contraire, et non seulement il va inquiéter, mais il va se poser davantage de questions.
Mais non, bien sûr, il est évident qu'il a voulu répondre à des questions bien préfabriquées, appelons ça comme ça. Mais en même temps, il dit des choses qui sont quelque part révélatrices de l'état d'esprit actuel au niveau du pouvoir algérien. Lorsqu'il dit il n'y aura pas d'austérité, mais il y aura des priorités. C'est la même chose, ça veut dire qu'il y aura des choix à faire. Et les choix à faire sont commandés par l'austérité. C'est tellement évident, je ne sais pas s'il se rend compte quand il dit ça, mais il est tout à fait affirmatif qu'il n'y aura pas d'austérité, mais par contre, il y aura certainement des arbitrages, des choix à faire. C'est la définition même de l'austérité. Lorsqu'il parle de l'eau, je suis sûr que du moins ses conseillers ont dû lui dire que entre le potentiel de mobilisation de l'eau en Algérie et les besoins énormes de la population algérienne, tant au niveau de l'eau potable, de l'agriculture, de l'industrie, nous sommes à des années-lumière, c'est-à-dire que les 5 stations de dessalement d'eau de mer et même les 5 à venir, puisqu'il en annonce 5 à venir, ne vont pas du tout régler le problème. Lui-même, il parle notamment, par exemple, de la réutilisation des eaux usées. Un aveu de faiblesse parce que, pourquoi ? Ces stations de traitement des eaux usées, il y en a en tout cas qui ont été construites il y a plus de 30 ans déjà. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 200 partis un peu partout dans le pays, notamment sur le littoral. Or, sur le littoral, on voit quotidiennement des vidéos de déversement d'eau usée dans la mer. Ce qui veut dire que soit ces stations de traitement des eaux usées n'arrivent pas à traiter toutes les eaux usées des villes, villages et ailleurs, soit elles sont défectueuses, ne sont pas opérationnelles. Ce qui est d'ailleurs le cas, parce qu'en fait, on a des informations sur un grand nombre de stations de traitement des eaux usées qui sont pratiquement à l'arrêt. Celle d'Alger a été à l'arrêt pendant longtemps. On a parlé de sa remise sur pied il n'y a pas longtemps, mais cela montre qu'effectivement les eaux usées sont loin d'être traitées. Alors, parler du recyclage des eaux usées alors qu'elles ne sont pas réellement traitées, c'est un euphémisme qui, quelque part, doit être dénoncé. Vous allez réutiliser des eaux usées que vous ne traitez pas ou que vous traitez peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est vrai que si, effectivement, et cela se fait partout dans le monde, le traitement des eaux usées, qu'on recycle pour des besoins agricoles notamment, ça se fait, et surtout industriels, et dans certains cas, des villes à travers le monde qui le font pour l'eau potable. Donc, c'est quelque chose de théoriquement faisable. Mais entre le discours et la réalité, on est vraiment à des années-lumière, et c'est ça qui m'inquiète. Et c'est ça qui vous inquiète, Dr Sidi Mned? Non, ce qui m'inquiète, c'est le discours mensonger. C'est-à-dire que mais aussi cette... Vous avez parlé de la réalité. On va essayer de dépasser puisqu'on a une petite demi-heure et j'aimerais qu'on se concentre un peu sur la question politique. Et on a eu des échanges, bien sûr, en dehors des plateaux de TV, docteur Sidi Mned, et vous avez exprimé votre analyse de la situation politique, mais aussi de l'opposition. Parce qu'on est dans une situation, docteur Sidi Mned, où un pouvoir, vous êtes en train de le dire, qu'il est en une situation de déni de réalité, mais aussi de l'autre côté, on n'arrive pas à voir une opposition qui fait bouger un peu les choses, qui réagit par exemple. On n'a pas entendu des partis réagir à cet entretien, on n'a pas entendu des partis réagir à la situation, à la gravité de la situation que traverse notre pays. Quelle est votre approche par rapport à cette question, Dr Sidi Mned? Oui, c'est Nasser. D'abord, j'aimerais préciser, je ne suis pas donneur de leçons, notamment à l'opposition.
Dieu m'en garde. Absolument, on est en train d'analyser, absolument. Oui. Sauf que moi, je constate une chose, c'est que l'opposition, vous l'aviez bien dit dans votre introduction, a du mal à se rassembler. Parce qu'en fait, pour être une force crédible, que le peuple, parce que c'est le peuple qui va aller écouter, avant que le pouvoir, lui, il est dans son rôle, il est dans son habit naturel de garder donc ce pays comme il l'entend et le gérer comme il l'entend. Enfin, le gérer, c'est un euphémisme. Mais le rôle de l'opposition, et moi je précise qu'il est évident, et nous le savons tous, que les opposants à l'intérieur du pays ont un gros problème de sécurité. Il faut se mettre à leur place et nous nous mettons tous à leur place. Mais en même temps, il y a aussi la diaspora. La diaspora, nous sommes tous des Algériens, nous sommes tous concernés par ce qui se passe en Algérie. Et par conséquent, c'est pour ça que moi je ne cesse d'appeler aux élites de faire un appel pour leur dire, écoutez, exprimez-vous tout au moins. En dehors d'une organisation, en dehors d'un rassemblement, d'un front, appelons ça comme on veut, mais qu'ils s'expriment, qu'ils expriment leur inquiétude sur ce qui se passe en Algérie. Et je suis allé même plus loin. Je disais que, à la limite, en disant on s'éloigne du champ politique, mais on va vers quelque chose de très pratique sur ce qui se passe en Algérie. Ne pas s'exprimer, par exemple, sur la nouvelle loi sur les mines, ou encore la probable exploitation du gaz de schiste, l'extension des forages en hydrocarbures conventionnels, doit interpeller tout le monde, y compris, ce n'est pas de la provocation, y compris les députés de la PN, quels qu'ils soient, parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, ils doivent se rendre compte qu'ils sont en train d'avaliser ce que ce pouvoir est en train de faire en Algérie. La loi sur les mines, c'est pas simplement une histoire d'abandon de souveraineté. L'abandon de cette souveraineté, je peux vous l'affirmer, en discutant avec beaucoup de gens en Algérie, que même au niveau des hydrocarbures, l'abandon de souveraineté, elle a été consacrée depuis déjà un bon moment. La règle de 51-49 a été abolie silencieusement contre la Constitution, les lois de la République, etc. Ce n'est pas nouveau, il ne faut pas le croire. Et même sur certaines mines, moi j'ai toujours donné l'exemple de Tall Hamza. La mine Tall Hamza, bien, croyez-moi, au départ, les parts qui avaient été concédées à cette entreprise australienne qui est un véritable fake, hein. C'est une arnaque économique sans précédent. Ils avaient 70% de ces actions. Donc, c'est quoi cette loi? On est en train disons, de légaliser ce qui était déjà consacré, en fait. Mais au-delà de cet abandon de souveraineté, c'est le bradage de toutes nos richesses naturelles, qu'elles soient de mines, les hydrocarbures conventionnels, le gaz de schiste, les terres sahariennes, la nappe de l'Albien, parce que pour aller exploiter le gaz de schiste, il faudra bien utiliser l'Albien. Il faudra bien utiliser l'Albien aussi pour les terres sahariennes. Et or, on nous dit, l'eau, on est en train de régler tout. Il n'y a rien de réglé. On est dans le bricolage, dans les petites mesurettes qui font croire que lorsqu'on a une station de traitement ou de dessalement d'eau de mer, on aura réglé le problème de toute une région. C'est pas vrai. Il faut regarder les chiffres en matière de consommation et en matière de disponibilité qu'offrent ces stations de traitement. Donc moi, mon problème, c'est que c'est au-delà de la politique, c'est le bradage du pays qui doit nous interpeller tous. Et on n'a pas besoin d'être dans des partis, on n'a pas besoin de dire je suis opposant, on a besoin de dire je suis pas d'accord pour que l'Algérie soit vendue. Très bien. Très bien. Restez avec nous, docteur Sidi Mnad. Très bien, restez avec nous, docteur Sidi Mnad. Lies Djbaili, cette situation et cette
bien sûr, vous l'avez aussi exprimé dans votre intervention. Vous avez parlé d'inquiétude. Vous avez parlé aussi que l'Algérie va très mal. Mais qui est responsable de cette situation, Elias Jubaili? Est-ce que seulement le pouvoir algérien, le régime, ou plutôt aussi, il y a une part de responsabilité qui est aussi, on peut lié à cet immobilisme si on peut l'appeler ainsi, de l'opposition algérienne, de l'élite algérienne et une partie du peuple algérien. Est-ce que la fermeture et la répression sont telles que plus rien n'est faisable sans risquer l'arrestation en Algérie? On sait très bien le rôle de cet article de 87 bis. Mais aussi, est-ce qu'on doit rien faire, rien dire en Algérie parce qu'il y a la répression, pas parce qu'il y a l'article 87 bis? Qu'est-ce que vous en pensez, Elias Jubaili? En fait, c'est une très bonne question, elle est pertinente et je rejoins mon ami Sidi Mennad. C'est-à-dire, c'est aussi bien Sidi Mennad que moi et tout le monde, on fait partie, si j'ose dire, de cette opposition. Nous militons avec les moyens du bord, avec nos moyens qui soient maigres, qu'on soit dans des collectifs ou qu'on soit libre ou qu'on soit en dehors des organisations, mais le combat est le même parce que la convergence des idées et du combat est le même en fait. Donc c'est ça, donc la convergence est le même et moi je dis et je le redis que toute l'opposition elle est déjà sensibilisée. Au fait, moi j'ai toujours dit il y a trois choses: la sensibilisation, la mobilisation et remobilisation et la conscientisation. La sensibilisation, le peuple algérien est sensibilisé, il sait que son pays va très mal. Je ne sais pas moi de Paris ou M. Mennad de Vienne qui allons donner de dire la situation va mal. Le citoyen algérien vit très mal la situation, vit très mal. On le voit à travers le reportage, on le voit à travers le pays, on le voit. Il fait plus bon vivre en Algérie. Notre pays, nous aimons notre pays, mais le rêve, au fait, des jeunes, des médecins, des ingénieurs, des juristes qui quittent le pays pour s'installer ailleurs. Ils préfèrent être des gardes-hôtes ou, comment dire, des nights, comme on dit, dans des hôtels, que travailler en Algérie. C'est ça la question qu'il faut se poser. Maintenant, si on veut vraiment avancer, moi, depuis 3 ans, j'essaie de lire le rôle de l'opposition dans le monde. Et j'ai trouvé que l'opposition dans les pays d'Amérique du Sud, ce sont les plus prolifiques en termes d'idées, ce sont les plus productives. Celle qu'il y a eu en Argentine et surtout la récente au Chili. Il faut voir comment ils ont réussi. Même l'opposition en Iran, c'est pas par rapport à l'instauration d'un État théocratique islamique, mais on essaie de voir ce qui s'est passé dans les années 77, 78, 79 en Iran. Comment cette opposition, elle s'est mise. On va me dire attention, mais c'est la CIA qui était derrière. Mais on essaie de voir comment cette opposition, avec des maigres moyens, ils sont arrivés quand même à mettre fin à des dictatures comme en Argentine, la dictature de Pinochet, l'ange blanc en Argentine, c'était Videla, la dictature militaire Videla. Donc au fait, ce qui nous manque, je ne sais pas, peut-être on ne sait pas parler entre nous, peut-être on a du mal à se mettre d'accord, peut-être on commence bien, on finit mal. Il faut dire les choses. Qu'est-ce qui nous manque pour faire cette cohésion? Est-ce que, je veux dire, on n'arrive pas. C'est beau de faire de dire on fait appel à des idées, mais in fine, c'est quoi quand on se met à table? Qu'est-ce qu'on doit proposer? Est-ce qu'on doit l'être de côté? Est-ce qu'il y a des choses prématurées qui peuvent nous freiner? Mais moi, ce que je dis, c'est le changement. Impérativement, il faut le changement. Maintenant, est-ce qu'il faut un changement radical ou pas? Moi, j'ai lu quand même, je suis un grand opposant sénégalais qui s'appelle Sissamba, le chargé de communication d'un groupe progressiste démocrate, qui dit dans des formes de dictature comme ça, la rupture n'est jamais définitive. C'est-à-dire que le combat n'est jamais figé. Il faut toujours une dynamique vivante et constructive. Il faut qu'on se mette à table. Certes, quel est le rôle de l'opposition en Algérie?
D'abord, je sais et je conçois que le face-to-face, ce qui se passe en Algérie, c'est beaucoup plus difficile qu'en Europe. Mais la diaspora, qu'on le veuille ou non, elle fait son maximum, elle fait son possible. Et elle ne peut pas aller au-delà. La seule chose, il lui reste la cohésion. Mais aussi, la cohésion toute seule ne peut rien faire. Il faut aussi une interconnexion, des passerelles avec l'intérieur. Mais l'intérieur, en dehors, je dis bien en dehors, et je le dis moi sans langue de bois, en dehors du parti, du RCD, avec tous ces cadres, ces militants, c'est le dernier rempart contre le pouvoir algérien. Et pourtant, Niass Djebaili, on a vu par exemple dernièrement la sortie de Sofiane Djilali, le président donc de Djil Jadid, mais aussi de l'ancien diplomate Abdelaziz Rahabi, qui ont critiqué un peu la situation, si on peut dire, que traverse notre pays, et surtout par rapport à la question politique. Restez avec nous, Niass Djebaili. Je reviens à vous, Dr Sidi Mnad. Le rôle de l'opposition est en train de demander Niass Djebaili. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Sidi Mnad? On a vu un hirak qui a secoué le système en Algérie. Est-ce que vous pensez que l'opposition algérienne, l'élite algérienne n'a pas su capter cet élan, cette énergie qu'il y avait donc dans le hirak, ou plutôt aussi ceux qui disent que le pouvoir algérien a su briser l'élan par la répression, par des lois liberticides, quand on s'attaque à des ONG qui défendent les droits de l'homme et les libertés, quand on s'attaque aussi aux syndicalistes, juste donc il y a quelques jours. Par exemple, un syndicaliste qui a été, Louni Saïdi, qui a été emprisonné. Le RCD a dénoncé cet emprisonnement, le PT aussi. Louni Saïdi, qui est des cadres syndicaux de l'UGTA. Donc il y a des lois liberticides qui touchent l'activité politique, qui touchent aussi la liberté de la presse, qui touchent aussi l'activité syndicale. Et c'est pas facile dans un climat pareil. D'abord, on va écouter et on va regarder donc comment le pouvoir algérien voit donc l'opposition en Algérie, et je reviens à vous juste après. On commence par cette tribune du quotidien d'Oran signée Mustapha Agoun, dans laquelle l'auteur dénonce la dérive de ce qu'il nomme, je cite, la pseudo-opposition algérienne, principalement active sur les réseaux sociaux et souvent basée à l'étranger. Il regrette la disparition d'une opposition digne, fondée sur les principes, la connaissance et le patriotisme, remplacée selon lui par une opposition téléguidée, bruyante, inculte et motivée par des intérêts financiers. L'auteur accuse certaines voix dissidentes d'être financées par le Marsen marocain et les Émirats arabes unis qu'il considère comme des puissances cherchant à affaiblir l'Algérie. Selon lui, cette opposition agit non pour réformer ou améliorer le pays, mais pour le discréditer en utilisant mensonges, insultes et vidéos virales sans jamais proposer d'alternative. Il critique le manque de culture politique de ses opposants, confusion des institutions, méconnaissance des enjeux économiques, instrumentalisation du discours patriotique. Il y voit une entreprise de déstabilisation orchestrée depuis l'extérieur à laquelle certains participent par opportunisme, troquant l'idéal pour le contrat, la colère sincère pour une indignation rémunérée. Toutefois, l'auteur appelle à une opposition véritable, informée, constructive, enracinée dans l'histoire et la réalité algérienne, capable de corriger sans trahir. En conclusion, il lance un avertissement. L'Algérie a de la mémoire, elle saura distinguer les opposants sincères des influenceurs en service commandé. Voilà. Docteur Sidi Mnad, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce reportage, mais aussi de cet auteur qui regrette un peu qu'il n'y a pas une vraie opposition en Algérie? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, le pouvoir, il est dans son rôle. Il peut fournir toute une série d'affirmations de tel ou tel opposant manipulé par le Marzen, les Français, je ne sais pas qui encore, et peut-être même les Martiens, parce qu'ils ont dû oublier les Martiens dans cette histoire, pour compléter
l'humour de ces communiqués, parce que c'est de l'humour noir. Et puis après, dire où est l'opposition. C'est un cynisme qui n'a pas de limite. Mais bon, que voulez-vous? C'est à cette opposition, à nous tous, de répondre. Et de répondre d'une manière civilisée, apaisée, pacifique, mais surtout, et c'est ce que je déplore. Je l'ai dit sur vos plateaux à plusieurs reprises, mais j'ai dit il ne nous suffira pas à chaque fois de dénoncer comme nous le faisons chaque jour, sans qu'il y ait de propositions. Il faut que cette opposition fasse des propositions, dise qu'est-ce qu'il faut faire, ne serait-ce qu'en mesure d'urgence, au-delà du fait qu'il faut s'unir, il faut constituer un front, etc. D'accord, personne n'est contre ça. Mais en même temps, je pense que le peuple en Algérie qui souffre attend de toutes ces voix qui parlent, qui s'expriment, de faire aussi d'avancer des propositions, ne serait-ce que de donner des pistes de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger les lignes, parce qu'il faut faire bouger les lignes. Or, ce pouvoir, il le voit très bien. On reste dans le discours, même l'opposition. Encore une fois, je ne suis pas du tout donneur de leçons, loin de moi cette idée, mais je constate qu'on ne propose pas grand-chose. Que Sofiane Djilali, figure connue, reconnue certainement, Abdelaziz Rahabi et d'autres s'expriment. Moi, je veux bien, mais en même temps, que propose-t-il? Il faut qu'il propose des actions concrètes, immédiates. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Parce qu'on ne va pas, faire dans la théorisation de l'opposition de grandes, je dirais, déclarations. La transition, tout le monde y est pour. Mais comment arriver à la transition si on n'établit pas une sorte de rapport de force avec ce pouvoir? Parce que ce pouvoir, on le voit. Toutes les promesses qu'il a faites, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, non, aucune n'a été tenue. Et on continue. Dès que le pouvoir s'exprime et dit « Ah, demain, je vais commencer à discuter avec X ou Y », tout le monde se précipite, s'excite, attend quelque chose, comme si un miracle allait se produire. Mais ce pouvoir n'en a cure, on le voit. Donc, encore une fois, il faut faire des propositions. Moi, sans pour autant insister là-dessus, je discute beaucoup avec notamment des jeunes en Algérie. Lorsque je parle d'un hirak des quartiers, donc le transférer de la rue des millions de gens qui vont dans la rue, le transférer dans plusieurs quartiers de nos villes et villages, que les jeunes, dans leur intime conviction, puissent badigeonner les murs avec des slogans, les slogans, ne serait-ce que les slogans du Hirak. Faire honte, ce qu'on appelle en anglais name and shame, donc de désigner et faire honte à tous ceux qui sont en train de donner la main à ce pouvoir, parce qu'ils sont nombreux aussi. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, c'est faisable, c'est pas faisable, chacun il voit la chose de son côté. Très bien, restez avec nous, docteur Sidi Benna. Très rapidement, Elias Jubaili, je vais vous laisser le mot de la fin. On a dépassé un peu le temps. On a vu donc cette vidéo, l'auteur de cet article du journal Le Quotidien d'Oran regrette une vraie opposition qui défend les intérêts de l'Algérie, mais aussi il dénonce cette opposition qui est au service des puissances étrangères, d'après bien sûr ses dires. Très rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est buesque comme situation. Je peux répondre de façon indirecte que la majorité des opposants, c'est des opposants intègres et qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est que leur pays s'en sorte et que la démocratie, soit notre pays, soit une grande démocratie. J'ai pas de réponse à dire, c'est-à-dire quand on défend notre pays, est-ce que nous avons l'intention de nuire à l'intérêt de notre nation?
Est-ce que Sidi Mened, quand il parle de Vienne, est-ce que lui, je veux dire, est-ce que l'intention de Monsieur Sidi Mened ou mon intention, est-ce que de nuire notre pays? Mais nous défendons notre pays parce que nous n'avons pas le choix. C'est parce que nous aimons notre pays. C'est parce que nous sommes Algériens, parce que nos ancêtres sont issus de cette terre. Et nous ne voulons pas que notre pays s'enfonce davantage. Nous voulons que notre pays soit un pays phare comme toutes les autres nations. Vous savez, il faut que la dignité, la fierté algérienne, quand vous voyagez avec un passeport algérien, quand on voit le passeport, c'est une fierté. Quand on voit le passeport, oui, c'est une grande nation, c'est un pays démocratique, c'est un état de droit. C'est ça ce qu'on veut pour notre pays. Maintenant qu'il fait sa chronique ou sa tribune dans le quotidien Durand, qui est relayé par des médias quand même, ça n'a pas de sens, c'est buesque, c'est risible, je dirais, mais bon, il a le droit de le penser ainsi. Mais moi, je lui dis que c'est au contraire, non. Il faut qu'il nous écoute, il faut qu'il pousse le pouvoir algérien à nous écouter et à ouvrir les débats. Et il n'y a que le débat pour faire avancer notre pays. Parce que il n'y a pas de remplacement pour notre pays. Que nous ayons 3 ou 4 nationalités, nous demeurons algériens et nous militons jusqu'au bout pour que notre pays soit une démocratie dans un, je veux dire, pacifique. Parfait, merci. Merci beaucoup à vous. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci Alias Jubaidi, économiste et militant politique. Merci aussi à Dr Sidi Mened Sidi Ahmed, observateur politique et expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ya'tikum sahab, qawa ala khair.